Garde le rythme, on remue son cul pas mal. Brigitte plus vite, Corinne Seymour, très bien. On n'a pas peur de se tordre les reins, voilà. Balance man, cadence man, trace la glace. C'est le Bob man. Et allez, bouge-toi le cul. Allez, va chercher, grouille-toi. Là! Mais ne courez pas comme des cons! Allez, mets un rouge là-dessus! Les gars, vous dormez là ou quoi? Le match il est pas fini, hein? Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Oh là 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 là! Affirmatif, il va y avoir du sport, moi je vous le dis. Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans ce match 11 de Gaulle Volant. Vous écoutez l'émission Sport et Société de Timbre FM sur le 106.6. Et non, vous ne rêvez pas, chers auditeuristes. Cette voix, vous la connaissez. Oui, c'est bien moi qui ai eu l'honneur d'interviewer Giroud lors du match 7. Moi qui suis en procès avec Astrid Veillon depuis le match 9. Oh. Alors vous allez me demander, pourquoi moi aujourd'hui au micro de Gaulle Volant? Pourquoi êtes-vous privé de la voix suave et voluptueuse de notre coach bien-aimé Jérôme? Sera-t-il accaparé par un obscur tournoi de tennis au fin fond des Côtes d'Armor? Ou par un match de foot de son club d'amateurs du dimanche? Que nenni, la raison est bien plus prosaïque que ça. Je m'en fous de tout, de ces chaînes qui pendent à mon cou. Je m'enfuis, j'oublie, je n'enfuis dans tes insurcis. C'est moi, ouais. Je lâche le sol. Oh oui, c'est toi. Dans les rues qui se taisent. La vache. Il était quelle heure là? Il était tard. Ouais, notre coach s'est tout simplement pris une bonne grosse cuite de derrière les fagots hier soir pendant un karaoké de l'entente sportive de Saint-Clette et ne s'est pas levé ce matin. C'est donc moi après un Shifumi auquel j'ai lamentablement échoué, qui me retrouve à devoir assurer au pied levé la présentation de ce match 11 de Gaulle Volant. Alors je dois avouer, un peu vexé de me retrouver ainsi devant le fait accompli, j'ai décidé de me venger en changeant le thème de l'émission. Quoi? Et ouais, Bah. désolé de vous décevoir, mais le thème d'aujourd'hui ne sera pas, comme prévu initialement, sport et maçonnerie. Non. Vous n'aurez donc pas droit à la chronique d'Alban sur les influences de la philosophie grecque dans la construction des stades au XXe siècle, ni à celle de Benjamin sur les similitudes physiologiques et anatomiques entre les maçons et les sportifs de haut niveau. Tout à fait, j'avais bossé pourtant. Dommage. Ouais, je sais, c'est pas cool. Mais pour être en adéquation avec la gueule de bois de Jérôme, Gaulle Volant va aujourd'hui s'attaquer à un sujet controversé dans le sport, l'alcool. Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est pas cool! Quoi, c'est pas cool? L'alcool, c'est pas cool? Oui. C'est pas cool, c'est ça que tu dis? Bah. L'alcool, c'est pas cool? C'est pas cool? Oui, j'ai dit que C'est c'était pas cool! L'alcool, c'est pas cool! Non, c'est pas cool! c'est pas cool! Alors pourquoi il y a le mot cool dans l'alcool? C'est encore Jérôme là, non? Ça devrait s'appeler l'alcool. Bon, en même temps, qui de plus approprié que moi pour présenter ce Gaulle Volant sport et alcool? Oui, quand même. Moi qui n'ai pas fait de sport depuis les cours d'EPS en terminale, et moi qui n'ai pas bu une goutte d'alcool depuis... Une vingtaine de minutes. Ce midi, ouais. Car oui, dans nos sociétés occidentales, le sport et l'alcool sont si fortement associés qu'on conçoit mal l'un sans l'autre. En cyclisme, en Formule 1, au football, rares sont les podiums qui ne sont pas célébrés sous une pluie de champagne. Les équipes sportives, toutes disciplines confondues, sont pour beaucoup sponsorisées par des boissons alcoolisées. La consommation d'alcool associée aux activités sportives a également son propre vocabulaire. On parle bien de 19e trou au golf, de petits remontants en référence aux remonts de pente des stations de ski, ou encore de la fameuse troisième mi-temps au rugby et au foot, celle qu'a si merveilleusement bien chanté Thierry Roland. Allez les verts, allez le rouge, allez Bordeaux et Beaujolais. Allez les verts, allez les rouges, allez les blancs et les rosés. Quel talent. Que le sportif attend. C'est la troisième mi-temps. Alors cette histoire d'amour entre le sport et l'alcool, on peut l'analyser sous deux angles. Du côté des supporters déjà, pour bon nombre d'entre eux, l'alcool est indissociable de leur supporterisme. Et que ce soit au stade ou dans leur canapé, beaucoup ne conçoivent pas pouvoir se passer de boire un coup ou 12
pour vivre dans les meilleures conditions le match de leur équipe favorite. J'ai acheté les places. Je dis bonjour. 2 places pour dans les gradins. Bah ouais, dans les gradins. Alors Et dis-vous, vous rentrez pas avec les canettes. Je dis nous, on rentre avec les canettes. Alors Je dis vous rentrez pas avec... Je dis va te faire foutre, connard, alors. Et c'est comme ça, bah nous on a acheté 2 caddies, plein de canettes, on a regardé à la maison. Chacun son caddie, lui son caddie, moi mon caddie. On est rentré à la maison, voilà. On a bu les canettes. Et puis on a regardé le match à la télé. Oh là, pas regardé à la télé, t'as cassé la télé avec une canette, connard. Sport et alcool, on peut aussi l'appréhender du point de vue des sportifs. Dans la littérature scientifique, on rapporte régulièrement que les sportifs consomment beaucoup d'alcool et même qu'ils sont plus nombreux que les non-sportifs à en consommer de manière excessive. Qui n'a pas en tête ces images anciennes de coureurs du Tour de France dévalisant les épiceries de village dans ce qu'on appelait la chasse à la canette? Ça, c'est un des moments les plus importants du Tour de France, c'est la chasse à la canette. Ils entrent dans le bistrot, ils bousculent tout le monde. Ils ne vont pas jusqu'à piller, mais enfin, ils réclament, ils prennent n'importe quoi, du vin rouge, du champagne, de la bière, même de l'eau, quand ils ne trouvent pas mieux. Et en général, c'est ce qu'ils devraient prendre, c'est de l'eau. Et puis ils s'en vont, bien souvent sans payer d'ailleurs, faut bien dire. Même de l'eau. Même de l'eau, ouais. Alors si on connaît bien l'impact de l'alcool sur le corps humain lambda, je parle à des connaisseurs, hein, n'est-ce pas? Qu'en est-il des conséquences que peut avoir la consommation d'alcool sur ceux qui pratiquent une activité sportive? Quels sont les effets de l'alcool sur la performance sportive ou sur la récupération après l'effort? Sport et alcool font-ils bon ménage? Sport et alcool sont-ils forcément indissociables? On va essayer de répondre humblement à ces questions dans ce 11e match de Gaulle Volant. Et pour cela, j'ai convoqué une belle équipe d'alcoolos sportifs du dimanche. Qui c'est qui est là? Enfin, c'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi? Jolie brochette. Il possède une belle robe jaune et dorée avec une fine mousse blanche. Au nez, il dégage des arômes de houblon et de foin. En bouche, on y retrouve des saveurs d'herbe, de pêche et d'agrumes. Un caractère bien houblonné et amer, comme une bonne IPA de Bobo René. Salut Benjamin. Ah, c'est moi. On se demandait oui, ça va tomber. Oui, ça va tomber, oui, c'est vrai. Salut Mathieu. Salut. De quoi vas-tu nous abreuver? Eh ben moi je vais vous faire une chronique un peu à l'image, tu sais, de la petite Heineken fraîche que tu peux boire en terrasse l'été, légère, douce et agréable. Oh, ça me fait rêver. Ouais. La petite Heineken? Oui. Ah oui. La petite Heineken, Okay. Jérôme. Long en bouche, mais au caractère un peu âpre et rude, comme un vin rouge un peu jeune, riche en tanin, mais ayant encore besoin de s'arrondir, c'est le Benjamin de l'équipe et c'est sa première parmi nous. Bienvenue Maël. Avec quoi allons-nous boire tes paroles? Bonjour à tous. Moi, je vais parler des relations, des choses des parallèles qui peuvent exister entre le sport et l'alcool, la pratique sportive et la pratique alcoolique. Tu vas parler de toi un petit peu? Ouais, c'est ça te correspond J'ai mis bien. un petit peu de moi dans cette chronique. Un nez marqué, une bouche élégante et raffinée. Ah oui. Oh non. Gras, puissant, bien qu'un peu marqué par le fût. Gras? Tel un vin jaune d'anthologie, plein et élégant à la fois. Et quelle longueur! Salut Jérôme! C'est dégueulasse le vin jaune d'ailleurs. Salut! Avec quoi vas-tu nous saouler aujourd'hui? Moi je vais vous parler un peu de sportifs alcooliques, mais pas que, je vais aussi parler de tabac, il y aura 2-3 punchlines assez sympas. Voilà. Ok, parfait. Enfin, il nous offre des notes fumées exceptionnelles et singulières, reconnaissables entre mille. Son goût marqué est dû à la combustion de la tourbe qui permet au malt de s'imprégner de saveurs de fumée et de notes pétrolées et terreuses très typiques. Tel un bon whisky tourbé, il ne laisse pas indifférent, mais il ne peut se déguster à n'importe quel moment de la journée. Et c'est pourquoi on le gardera pour la fin et qu'il n'est même pas en plateau aujourd'hui. C'est Julien qui animera à distance notre 3e mi-temps. Bon, et ben voilà, j'ai l'impression qu'on a une bien fine équipe pour aborder ce thème casse-gueule. On va pouvoir démarrer. Et c'est une tradition dans Gaulle Volant, notre bisutage pour les petits nouveaux. C'est donc à toi l'honneur de démarrer, Maël. Gaulle Volant, l'émission de sport de Timbre FM, en balade aux diffusions sur toutes vos plateformes préférées. Il y a quelques semaines, un camarade qui lui a bien choisi son camp entre le sport et l'alcool me propose d'intégrer une jolie bande. Et pas n'importe laquelle, une bande FM pour être précis. Petit clin d'œil à une autre émission de Timbre FM, même rookie, je connais la grille, j'ai bossé. Et pour ce faire, tel un champ de bisutage en équipe de France, je devais rédiger une chronique. Rédiger une chronique, je reste quoi? Une chronique? Soit, quel est le thème? Le thème de l'émission, me dit-on, sport et alcool. Sport et alcool, dis-je. Sport et alcool, confirme-t-il.
Après réflexion donc, j'accepte et me lance. Bon, je vais commencer par le fameux... Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Comme ça, on est tranquille. Mais attention, l'abus de sport peut aussi l'être. Cet abus porte même un nom, la bigorexie. 21 points au Scrabble, c'est pour toi, Mathieu. En plus, je suis bien placé. L'addiction au sport. Une addiction qui touche 5% de la population adulte. J'en veux pour exemple notre Bichente National touché par cette maladie. Je vais me taper 5 heures de vélo, à transpirer comme un malade, à souffrir sur des cols, mais parce que j'aime ça. Eh oui, certains aiment ça. Au-delà de 10 heures de pratique sportive par semaine, les adultes risquent de devenir accros. Rassurez-vous, chers auditeurs, nous en sommes tous loin autour de la table, donc peu de risque de tomber dans cette addiction-ci. En effet, la pratique sportive libère des hormones dans le cerveau qui amènent au bien-être et à la plénitude. Le problème, c'est qu'il faut toujours augmenter les doses pour atteindre le même degré de plaisir. Attends. On parle toujours du sport là, pas de l'alcool? Car là, franchement, on peut confondre les deux. Ce qui est étrange, c'est que ces addicts aux activités sportives sont 3 fois plus nombreux à être aussi addicts à l'alcool que ceux qui, comme vous et moi, nous adonnons au sport, mais avec modération. Conclusion, 20 bornes de vélo, ça va, un Ironman, bonjour les dégâts. Autre relation entre le sport et l'alcool, c'est la convivialité. On se retrouve entre potes autour d'une partie de volley sur la plage, où on se retrouve autour d'une table avec les copains, on rigole, ça chambre, ça parle un peu fort, ça s'énerve pour un ballon à remettre, de volley ou de rouge, suivant le contexte. On se donne rendez-vous sur un cours de tennis pour se passer la balle ou à la maison pour se passer la bouteille. On s'organise une session surf comme on organiserait un apéro en terrasse. On y finit soit par rincer sa combi, rincer son pote ou tout simplement se rincer l'œil. On s'échafaude d'une sortie vélo durant laquelle on suce la roue de celui ou celle qui est devant, ou on s'échafaude un verre en fin de journée où on ne suce pas que des glaçons. Et il existe aussi des fameux duos indissociables associant l'un et l'autre de ces deux vices. Par exemple la pétanque et le pastis, ou encore le ski et le génépi qui permet à tout le monde de se ravigorer. Et voilà. Dites-moi, comment vous faites pour faire passer le crapaud à l'intérieur de la bouteille? Ah, alors ça, on le fait sécher, et puis alors il devient tout fin. Alors il rentre, et puis après, avec l'humidité, il gonfle. Et puis en général, après, que ce soit une activité sportive ou un apéro entre amis, on finit rincé, crevé, on n'en peut plus, on a tout donné. On peut même en être au point de vomir. Si, j'en ai déjà vu. On a des crampes au guibole ou à l'estomac, c'est selon. On s'endort bien et on se dit qu'on ne pourra pas refaire la même chose le lendemain. Ce qui est parfois contredit quelques heures après pour ceux et celles qui ont le plus d'entraînement. C'est fou qu'on puisse à ce point être mal le lendemain. Dans son canapé, dans ton canapé, on est bien. À quoi bon sortir, se foutre la guerre? Plus jamais, je vous jure, plus jamais comme hier. Eh oh, qu'est-ce que tu fais avec ton verre d'eau? C'est la nuit pathétique, allez, on va se taper l'apéro. Eh oh, allez, mal, c'est fesses, t'as promis à Titi, il faut tenir ses promesses. Pas désolé pour ce soir. Mais de l'une ou de l'autre de ces activités, on garde en général d'excellents souvenirs. Bref, voici quelques points communs entre ces deux activités chères à mon cœur qui rythment la vie de beaucoup de gens, avec plus ou moins d'intensité et de régularité, à des niveaux plus ou moins professionnels et avec plus ou moins de sérieux suivant la catégorie dans laquelle on évolue. Un petit bonus pour toutes celles et ceux qui seraient encore tentés de choisir un et un seul camp parmi ces deux vices. Voici un jeu auquel je me suis adonné lors de ma vie estudiantine. J'ai nommé le Piccolo Foot. Ah, ça a l'air intéressant. Je vous explique le principe. C'est un jeu qui se joue de 1 à 22 joueurs. Niveau matériel, assez simple, un écran pour diffuser le match. Mais ça peut aussi se faire dans les loges du Vélodrome, à Anfield, à Roudourou ou dans n'importe quel stade de cet acabit. Le principe est simple. Chaque joueur choisit un joueur avant le coup d'envoi. Il doit ensuite boire une gorgée de bière à chaque fois que son poulain touche la balle. Attention, il y a quelques règles supplémentaires. En cas de faute subie, 2 gorgées. En cas de faute commise, 3 gorgées. Et en cas de but marqué, c'est le cul sec. Le jeu peut aussi se décliner avec du vin, de la manzana, du ricard, suivant les goûts de chacun. C'est souple. Oui, c'est assez ouvert. Imprégnez-vous du jeu, apprivoisez le jeu. Vous pouvez retrouver l'intégralité des règles sur www.piccolofoot.fr. Il va falloir que je crée le site tout à l'heure. Je garde un souvenir partiel d'un Allemagne-Arabie Saoudite lors de la Coupe du Monde 2022, 8-0 pour la Mannschaft, dont un triplé de Klose. Et je terminerai cette chronique par une citation d'Aimé Jacquet, donnée
recevoir, partager, ces vertus fondamentales du sportif sont de toutes les modes, de toutes les époques. Elles sont le sport. Et j'ajouterais, pour ma part, elles sont l'alcool aussi. J'attendais une imitation de Jacques. Peut-être plus tard. C'est ton rôle, ça, Jérôme. Ouais, c'est ça. C'est ça. Eh ben, merci Maël pour ta chronique à travers laquelle on te reconnaît bien. C'était linguistique. Oui. C'était ouais. Tout à fait. J'ai tâché. Ah ouais, t'as bossé. Hein, putain. Parce que oui, faut le préciser quand même aux auditeurs, on est partis ensemble en vacances avec Maël et je peux vous l'assurer, l'alcool et le sport sont bien 2 addictions pour lui. Rappelle-toi le col de la Colombière. T'as bu combien de bières pour récupérer déjà ? Ouais. Il en a fallu quelques-unes. Ouais, parce qu'il y a quand même des idées reçues comme quoi la bière permettrait d'aider à la récupération après le sport. Je m'appelle Dédé. Et je m'appelle Marcel. Ouais, et je suis content de vous recevoir dans mon émission qui s'appelle Gym à la maison, Gym Passion. Une émission pour vous muscler le cul. Alors, on commence tout de suite par un premier exercice qui s'appelle le lever-jeter du bras. En effet, je vais montrer à tes spectateurs comment tu fais. Gars, tu prends un poids comme ça, tu fais comme ça, gars. Et voilà, c'est bon, t'es musclé du blanc. Mais surtout, t'es crevé. Alors il faut que tu récupères. Et pour récupérer, quoi d'autre qu'une bonne bière ? Tout est dit. Voilà, tiens les nez. Alors oui, effectivement, la bière contient du maltose qui permet de régénérer les stocks de glycogène après l'effort. Elle contient aussi des vitamines B6 et B12, un peu de magnésium et de potassium et quelques acides aminés. Moi, je le savais, ça. Ah oui. Bah oui. Mais bon, faut être honnête, l'organisme peut aller chercher tout ça ailleurs. Ah bon ? Mais alors vous, messieurs, qui êtes aussi sportifs qu'alcooliques, si vous deviez vous passer d'une de ces 2 addictions, ce serait laquelle ? J'ai quand même l'impression qu'il y en a une qui est plus saine que l'autre, quoi. Bah oui, faut voir les choses à court terme, à long terme. Précise, s'il te plaît. L'alcool, il y a des fruits dedans, dans certains. C'est ça. Donc tu te passerais l'alcool. Alors qu'il y a de la médecine, il y a la médecine du sport. Il y a la médecine du sport, donc ça doit pas être que si bon que ça pour la santé. On peut se péter, hein. Il n'y a pas de médecine de l'alcool. Mais c'est une vraie question, hein. Si vous aviez un choix à faire, vraiment. Non, justement, Maël en a parlé de ce truc que les sportifs, je crois qu'il y a un tiers de... Enfin, je sais plus quelle est la stat exacte, mais que parmi les sportifs, il y a plus de chances de consommer de l'alcool en plus grande dose. Je crois que je comprends un peu le parallèle par ma pratique. Quelque chose un peu quand tu fais du sport, tu es shooté après à je sais plus quelles hormones et quel truc. Dopamine, ouais, c'est ça. Et que peut-être tu es en recherche après de ce genre de choses que tu vas chercher après en buvant des coups plus que nécessaire. Ouais, je crois que Benjamin, tu reparlais un peu dans ta chronique tout à l'heure de ça aussi. De ce lien. Pourquoi boire après oui, après un petit peu. Il y aura un petit peu de ça. Mais moi, je reviens sur ta question. Ce que je disais, en fait, il faut réfléchir à la santé, à court terme ou à long terme. C'est-à-dire qu'à court terme, je pourrais me passer du sport, je pense. Parce que boire un verre, c'est agréable tout de suite. Alors le sport aussi, hein. Mais je pense qu'à long terme, c'est quand même mieux de laisser tomber l'alcool, hein, malheureusement. Il paraît. Là, la conversation, c'est peut-être pas de savoir ce qui serait le mieux, parce qu'on va quand même être assez d'accord. C'est qu'est-ce qui serait peut-être le plus compliqué à arrêter. Après, comme disait Maël, il y a aussi un truc de sociabilité que moi je trouve dans les deux. Par exemple, boire des coups au bistrot ou aller au sport, c'est 2 moyens de rentrer en communication avec des gens. Moi, j'ai jamais pratiqué le sport. J'ai très peu fait de footing, par exemple. Et j'ai peu pratiqué ce sport où j'arrive au tennis, je fais mon match, je pars sans avoir causé. Enfin, le truc, c'est aussi de causer avec les gens, quoi. Que ce soit dans le sport ou dans l'alcool, il y a quand même un grand partage qui se fait entre les gens. On se retrouve pour passer un moment ensemble après autour d'un verre ou d'un terrain. Mais après, ça dépend peut-être du sport aussi. Et aussi de la façon dont on boit. Oui, c'est sûr qu'il y a certains sports qui s'y prêtent peut-être un peu plus. Ouais, effectivement, on parlait de 3e mi-temps tout à l'heure. Oui, le foot, par exemple, le rugby, tout ça, c'est sûr qu'il y a une pratique de fêter les après-matchs qu'il n'y a pas dans la course à pied, par exemple. Il y a des sports, justement, où la 3e mi-temps, c'est souvent les sports de ballon, justement, avec le basket, le hand, etc., où il y a une 3e mi-temps. Mais c'est vrai que dans la gymnastique, j'ai lu un petit article là-dessus, où la gymnastique ou l'athlétisme, il y a très peu de ce verre après les compétitions sportives ou après les... Ça fait moins partie de la culture qui encadre... Parce que, notamment, moi j'ai pratiqué le foot, il y avait énormément ce truc-là. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un enterrement de vie de garçon et il y avait un rugbyman qui était dans le lot.
Et moi, je suis arrivé avec un jour de décalage, heureusement, parce que la veille, ils avaient ramené une pratique de la 3e mi-temps du rugby qui consiste à s'exploser des glaçons entre 2 fronts. Donc je suis arrivé, ils avaient tous des marques sur le front. Ils avaient fait un show dans le bar, on y retournait, tout le monde les reconnaissait le lendemain. Il y avait vraiment presque des rites, enfin des rituels après de... Oui, pour faire partie du groupe, quoi. Ouais. Après, il y a aussi une démonstration, je pense, de puissance, notamment dans un sport comme le rugby, qui passe par ce que tu fais pendant le match. Est-ce que tu es capable de faire après ? Ce que tu es capable de faire après. Aller. Qui, pour moi, par contre, il y a un truc un peu dangereux. Moi, je sais qu'en tant que footeux, j'ai pas énormément participé au 3e mi-temps de foot. J'étais un peu... je sais pas, ça ressemblait un peu à des soirées d'intégration, des bisutages. Oui, c'est ça, il y a une ambiance particulière quand même, qui est pas en tout cas, j'avais très saine. Tendance à imaginer un peu ça. Je sais pas, toi, Maël, t'as peut-être plus pratiqué dans le... Ça peut dépendre des clubs aussi et des ambiances, je pense. Mais moi, j'ai passé au Stade Quintinet, j'ai passé des très bonnes 3e mi-temps. On buvait des coups tout simplement sans s'éclater des gros trucs à la gueule. Ça restait bon enfant. C'était plutôt un moment festif où on reparlait du match et du salaud qui avait pas le même mot avec nous, et voilà, mais c'était assez salaud. Il y avait une assez bonne ambiance. Ouais. En tout cas, il y en a qui n'ont pas réussi à choisir entre ces 2 addictions. Et puis boire une bonne bière après un exploit sportif, ça fait toujours du bien. Est-ce que vous vous rappelez de Gordon Banks ? Oui. Peu. C'était le gardien de l'équipe d'Angleterre qui est rentré dans les annales le 7 juin 1970 à la 10e minute d'un Angleterre-Brésil du premier tour de la Coupe du Monde de football en réalisant face à Pelé, ce qui est considéré depuis comme l'arrêt du siècle. Sauf qu'à la veille du quart de finale face à l'Allemagne, Banks s'est intoxiqué après avoir bu une bière mexicaine. Du coup, il est forfait pour le match et l'Angleterre va perdre 3-2. Jamais très long le chemin qui ramène à l'enfance. Maintenant tu bois tout ton saoul, tourbillon et valse violence, et tu t'envoies par le fond à enquêtement des tapitants, et lentement tu coules à parler à ton ombre, juré par le ciel que la vie est la plus belle de toutes les putains. Pour un peu qu'on allonge, combien de temps cela fait polo que je ne t'ai revu, merde je n'en sais rien. Combien de temps que sous le manteau tu as vendu tes rêves avec un peu des miens. Non, je n'ai pas les mots. Tout ce qui me revient c'est le cri des préaux. On les voyait en nous, anglais, brésiliens, Mexico, Chersigno. Une foule et les reporters en transe. Chersigno, qui sont trop pour peler tout à coup les mosses. La parade de Gordon Banks. Cet homme-là, mais Dieu sait s'il en a vu rejouer des coupes du monde sur son trottoir. Maintenant tu bois tout ton plein, tu les regardes, ta langue pendant ton vin, tu souris dans ta barbe, tu les imagines heureux, ces deux cons au fond de la salle, et que je te tripote les cheveux. Tu voudrais renverser la table, papa fumera près du feu, et maman fera du gâteau, une tripotée de morveux, qui sera leur fierté bientôt. Tu aimerais leur dire que ça finira, tu aimerais leur dire mais faudrait que tu te lèves. Tu as beau les maudire, pisser dans les draps, mais déjà tu transpires, autant lécher les lèvres. Non, je n'ai pas les mots.
Ce dont je me souviens, c'est Platini, Zico qui rentrait au vestiaire quand ta mère disait fin. Mexico, Jairzinho, une foule qui nous ressortait du vent. Jairzinho, qui s'entoure pour peler à l'épaule en rentre. On parlait d'excellence, on rêvait d'excellence à l'épaule en rentre. La parade de Gordon Banks. C'était la Ruda Salska avec la parade de Gordon Banks. Vous êtes toujours sur le 106.6, vous écoutez Timbre FM et le match 11 de Gaulle Volant consacré à l'alcool. Alors, à cette heure de l'émission, je crois qu'il est temps pour nous tous de notre petite séance quotidienne de sport. Vous êtes prêts, messieurs ? Ah oui. Allez. Bonjour Ghislaine. Bonjour Christelle. Bienvenue à Alcoolo Gym, la gymnastique des alcooliques. 1, 2, 3, 4 et on attrape la bouteille, on tire sur les doigts, on tire, on lève et on verse en forçant sur le bras gauche. On verse, on force, on verse, on force, on pose, on souffle, on attrape son verre, on sent bien son dos et on boit. Et on tire, ça existe vraiment. On attrape sur les mains, on lève et on verse en forçant sur le bras gauche. On verse, on force, on verse, on force, on verse, on force. C'est hyper physique comme truc. Ouais, ça n'arrête pas. Je suis crevé. Ouais. C'est là qu'on met entre nous, pauvres amateurs, et les professionnels. Ouais, voilà, c'est ça. Ça se termine par une petite séance de yoga quand même à la fin. Ah oui, pour se détendre. Non, c'était un extrait de J'aurais bien l'émission. voir la gueule du yoga quand même. C'est un extrait de l'émission Merci Bernard des années 80 sur France 3. Mais ça fait du bien quand même, non ? Ah oui, moi je suis en pleine forme là. Ouais, je t'ai senti un peu crispé quand même. Oh non, je suis assez bon là. Ok. C'est bon. Et ben après ces étirements, je pense qu'on va pouvoir enchaîner avec le conseil Q de Jérôme. Le conseil culturel de Gaulle Volant. Le conseil Q culturel. Le conseil Q. Alors aujourd'hui, un conseil culturel qui est plus alcool que sport. Même si l'un des personnages principaux est professeur de sport et que vous pourrez assister à une très belle scène de danse. Aujourd'hui, je vous incite à regarder le film Drunk, réalisé par Thomas Vinterberg et sorti sur les écrans en 2020. Alors Vinterberg, auteur des excellents Festen et Dear Wendy, met en scène dans son film 4 cadras, tous enseignants, tous un peu perdus vis-à-vis de leur famille, leurs compagnes, leurs élèves. Il décide de suivre la théorie d'un philosophe et psychiatre norvégien, Finn Skarterud, qui prétend que l'homme naît avec un déficit d'alcool dans le sang de 0,5 g par litre de sang. Vous savez, 0,5, c'est la limite autorisée si vous voulez prendre le volant. Ah bon ? On Oui, vient de t'apprendre quelque chose. Il y a une limite, Benjamin. Et donc, voilà nos 4 compères qui s'emploient, avec la rigueur de chercheurs au CNRS, à rester constamment alcoolisés à 0,5, à compenser ce soi-disant manque. On s'est tous trouvés un peu plus à l'aise avec 2 bières dans le nez. On est tous déjà arrivés dans une soirée où on ne connaissait pas grand monde et on s'est dit, quand j'aurais bu 1 ou 2 verres, ça ira mieux. La dose de courage. Ouais, c'est ça. Alors dans Drunk, ils se mettent à appliquer ça à tous les aspects de la vie en société, notamment leur travail d'enseignant. Parce qu'on s'est tous retrouvés meilleurs enseignants après avoir bu. Non, je déconne. Bon, je vais peut-être vous spoiler un peu, mais ils vont aimer ça, les 4 profs de Drunk. Ils vont aussi vivre des beuveries. Et voyant que tout se passe mieux, ils vont augmenter les doses. Donc un film assez drôle sur l'amitié, dans lequel Vinterberg n'est ni incitatif ni moralisateur. Un film sur la nécessité du lâcher-prise, qui donne à la fois envie de boire des coups avec de bons copains, qui amène aussi un peu à s'interroger sur nos consommations. Bon, je vous dirai pas si aujourd'hui nous sommes sobres, à 0,5 ou au-delà. Je crois qu'on n'est pas tous au même point d'ailleurs. Ouais, j'ai l'impression. Ah, mais Benjamin est sous la table. Mais... Oh. Où est le micro? What a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in 5, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. Donc ça, c'était la musique emblématique du film Drunk. Donc un bon film à ne pas regarder en lendemain de grosse soirée.
J'ai fait ça et le cocktail n'était pas magique. J'imagine. Voilà, c'est tout pour moi. Eh ben, merci Jérôme pour ce petit conseil culturel très approprié du coup pour cette émission animée par une bande de profs alcooliques. Ouais, oui, faut peut-être un peu le dire. Mais ça m'a fait penser à un truc aussi, et ça se passe d'ailleurs encore dans les pays nordiques. Tu savais qu'en Norvège, il y a des petits malins qui ont créé une variante du foot qui s'appelle le drunk football, ou le feel football en version originale. Le principe c'est le même que dans Drunk. Les joueurs doivent débuter le match avec 1 gramme d'alcool dans le sang et ne pas descendre en dessous. Alors dans cette compétition, il n'y a pas de VAR, mais le joueur qui marque est automatiquement dépisté. Il doit être au-dessus de 1 gramme pour que le but soit accordé. Fortsatt. Godkjent 1,2. Dans les Côtes d'Armor, on appelle ça de football tout court. Le football du dimanche, on appelle ça le district. C'est ça. Bon, en tout cas, c'est assez drôle à regarder si vous avez un peu de temps à perdre. Bien, on va pouvoir enchaîner, avant que l'alcool ne redescende trop pour certains, avec la chronique de Benjamin. Mais avant ça, une petite pause poétique pour marquer la mi-temps de ce match 11. Il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin, de poésie ou de vertu? À votre guise. Mais enivrez-vous. Et si quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est, et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront, il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie ou de vertu. À votre guise. J'enchaîne après ça, moi. Un peu de poésie dans ce monde de brut. Ça va être moins poétique, hein, C'était Serge Reggiani qui chantait un poème de Baudelaire, Enivrez-vous. Eh ben ouais, c'est à toi, Benjamin. À moi, ok. Bon, moi je vais vous parler pour changer de ma pratique. Hein. Et donc du trail ou de la course à pied. Et donc aussi, vu que c'est le thème, d'alcool. Bon, j'ai remarqué qu'autour de moi, il y avait quand même pas mal de gens. Comment vous dire, c'est pas les derniers à lever le coude, quoi. Il me regarde, l'autre, il est en train de lever le coude. Bon, je vais pas juger, hein, on n'est pas là pour ça, car comme dirait Renaud... Et que celui qui n'a jamais titubé me jette la première pierre. Ouais, vous l'avez Vous l'avez ou pas, hein, c'est de la poésie, on a dit. Hein. Ouais, faut la pêche, cette chanson excellent. Hein. Les ravages de l'alcool, on reste dans le thème. Bref. Ça va pas piquer demain, non? Ça va aller? Si, ouais. On s'en fiche, c'est pas grave. Alors ça, c'était après l'Urban Trail à Rennes il y a quelques jours. Et il n'y avait pas que les cannes qui allaient piquer le lendemain, il y avait aussi le crâne. Et oui, après la course, il y a un paquet de coureurs et de coureuses qui sont allés se jeter une petite mousse. On était au bistrot avec Jérôme et Mathieu et on faisait comme tout le monde un reportage en immersion, hein, les gars. Oui. Enfin, sauf que vous aviez pas couru. Hein. En même temps, Mathieu, toi, c'est tout à fait normal, t'étais pas inscrit. Vous avez couru là les 24 km. Vous avez fait 24 km, ouais. Oui. Et maintenant, vous allez vous prendre une petite pinte. Une bonne pinte, tout à fait, entre amis. Ouais. Oui, tout à fait, oui. Ça va faire du bien? Complètement, oui. Ouais. Oui, ça va faire du bien. Et vous êtes à combien de pintes là? C'est la première? Ça va être la troisième, nous. Ah, ça va être la troisième, quoi. Ah oui. Ok. Et Clément, tu as couru là aujourd'hui? Tout à fait, les 24 km de l'Urban Trail. Ok. Et là, tu es au bar, tu vas te prendre une petite pinte. Une ou deux. Ou trois. Autant qu'il y a de kilomètres. Oula. Le gars fait 24 bornes. Quand même. Bon, ils ont tous la même bonne raison derrière cette consommation. C'est pour la récup, on dit la bière, ça fait du bien. Voilà. C'est pour la récup. C'est la récup? Bah oui. C'est la récup du bon sportif du dimanche. D'accord, ok. C'est scientifique, hein. C'est scientifique aussi, oui. Oui, ouais. Ok.
Bah oui, la récup, t'en parlais tout à l'heure, Mathieu. Elle a quand même bon dos, la récup. Mais est-ce vraiment raisonnable, enfin? C'est juste qu'il faut se faire plaisir, on n'a qu'une vie. Non, je vais y aller tranquille, mais je vais bien fêter ça parce que ça mérite d'être fêté, des événements comme ça. Un seul but, donc, profiter et se faire plaisir. C'est vrai qu'on était très bien, les gars. Il faisait beau, on savourait cette petite mousse bien méritée. Ah bah non, vous n'aviez pas couru. En même temps, Mathieu, toi, t'avais pas prévu de faire ça. Oh, ça va, c'est bon. Bon, je vais regrouper ces personnes dans une première catégorie que j'appellerai les épicuriens. Moi, c'est ma petite touche philosophique, vu qu'elle m'en est pas. Est-ce que vous connaissez la théorie des ensembles en mathématiques? Oui, j'en ai entendu parler. Oui. Alors, par exemple, pour ceux qui connaissent pas, pour celles et ceux qui connaissent pas, les nombres entiers 1, 2, 3, 4 constituent un ensemble qui est inclus dans un plus grand ensemble, celui des nombres décimaux, 2,3, 6,75, etc. Car tous les nombres entiers sont aussi des nombres décimaux. Et moi, je vais appliquer cette théorie aux coureurs et aux coureuses. Donc, un premier ensemble, les épicuriens. Et il n'y a pas que, évidemment. Il y a aussi celles et ceux qui n'ont pas le temps et qui boivent avant la course. En général, on les retrouve aussi dans la première catégorie. Cette deuxième catégorie, qu'on appellera les soifards, est donc un sous-ensemble des épicuriens. Pour illustrer la mentalité de cette nouvelle catégorie, par exemple, l'autre jour, j'ai fait l'Urban Trail de Brest en mode défi de la brute, comme ils l'appellent. Tu cours 15 km samedi en fin de journée et 33 km le dimanche matin. Et entre les deux, la tradition, c'est de prendre une cuite. Prendre une cuite? Mais qu'est-ce que cela veut bien dire? Oui. Bonjour la France. Prendre une cuite est une expression française qui signifie se saouler, boire trop d'alcool. Attention à la gueule de bois. Attention à la gueule de bois. Donc une cuite, oui. En tout cas, c'est ce que m'a dit le premier gars que j'ai croisé à la gare de Brest. Et cette catégorie a même une théorie, la théorie de l'avant-veille. Est-ce que vous connaissez cette théorie? C'était pas Giroud qui parlait de ça aussi? Ah non, c'était à propos de sexe, Giroud. Écoutez. La théorie de l'avant-veille, c'est une théorie qui consiste à dire que la veille au soir, un petit écart avant une course, comme, je sais pas moi, aller boire un petit verre au bar ou quoi que ce soit, ça va absolument pas influer sur tes performances du lendemain. Aucun souci, tu feras à peu près le même temps que si tu avais bien dormi la veille. Ça va, tout le monde suit? Il allait courir le lendemain, Moi, je connais cette voix, ce n'est pas qu'un petit verre. Vous remarquerez qu'on n'a toujours pas abordé l'avant-veille. Non, mais sur la veille. Mais je pense que vous voyez un peu le truc venir, non? Alors par contre, l'avant-veille, là c'est une grosse connerie. Pourquoi? Tu vas aller faire la teuf avec tes potes. Tu vas te coucher à 5h du mat. Et le lendemain, tu vas culpabiliser toute la journée. Parce que tu vas te dire, ouais, mais ça va être horrible demain, je vais courir, je suis trop dans le mal. Et donc le soir, tu vas très mal dormir parce que tu vas stresser. Et là, le lendemain, tu fais un temps de merde parce que tu es trop fatigué. Théorie intéressante qui fait l'objet de tout un module en 2e année de STAPS. Et puis, il y a une dernière catégorie qu'on appellera, moi je suis désolé, mais j'ai trouvé que ça, les poivreaux. Alors cette catégorie, elle est très particulière car elle participe à des courses tout aussi particulières comme le marathon du Médoc. Alors j'ai fait le marathon du Médoc c'était en 2018. Ok. T'as mis combien de temps pour le faire? J'ai mis 5h45, mais on est resté 30 minutes posé au dernier château, donc qui était à la fin, quoi. Donc on a mis 5h15 en gros. Vous avez déjà entendu parler de ce marathon et de son principe? Un peu, ouais, un peu. Bon, il y avait un petit indice quand même. Rester posé au dernier château. Allez, une petite explication pour celles et ceux qui n'auraient pas encore deviné. Alors c'est un marathon... 42 km. Voilà, tout à fait, ouais. Alors que tu fais... c'est un marathon assez classique, sauf que au ravitaillement, en plus de la flotte et des petits gâteaux, il y a des stands de dégustation de vin. Parce qu'en gros, tu cours dans les vignes, du coup, dans la région du Médoc. Ok. Alors, il y a beaucoup plus de ravitaux que sur une course classique. C'est-à-dire? Alors, je n'ai plus le nombre exact en tête, mais il doit y en avoir une vingtaine à peu près. D'accord. Ça fait 1 tous les 2 kilomètres. Ouais, à peu près. Alors, il y a des moments où il n'y en a peut-être pas pendant 4 km, et des moments où ils sont plus en série. C'est dur. Quoi. Mais dans l'idée, c'est à peu près ça. Ouais. Tous les 2 km, tu as un petit ravito. Donc, tu as une occasion de boire un verre de vin. Tout à fait. Alors, c'est des petits verres, c'est pas des gros verres de pif non plus. Et ça marche, les gens, ils boivent du pif Alors, au tout début, tout le monde s'arrête. Donc là, c'est un peu compliqué d'avoir des verres.
Et c'est un peu... Enfin, tout le monde vraiment s'arrête. À partir, je dirais, du 25-30e kilomètre... Les gens tombent. Les gens, ils courent et ils s'arrêtent plus, quoi. D'accord. Ils ont peur des crampes, je pense, ou des trucs comme ça. Le 25e ou le 30e kilomètre. Ouais, à partir de là. Et là, du coup, alors c'est assez drôle parce que les vignerons, du coup, ils sont assez contents que toi, tu t'arrêtes. Et du coup, souvent, ils boivent un petit coup avec toi. Et t'as même moyen d'aller visiter les caves avec eux, quoi. Il y en a qui font des petites visites de leur château et tout. Non, vraiment, c'est cool. Hein. Donc oui, on boit pendant la course. Bon, résumons jusqu'à présent. On a un grand ensemble, les épicuriens, et dans cet ensemble, on retrouve un groupe plus resserré, les soifards. Où allons-nous placer les poivrons? Mais alors l'idée, c'est d'arriver le plus tôt possible parce que c'est open bar à l'arrivée. Et là, c'est vraiment la fête. Oui. C'est très très cool, quoi. On boit pendant et on boit après aussi. Et avant aussi. Alors, parce que la veille, il y a une vaste partie. Et là, la théorie de l'avant-veille se vérifie encore parce que tout le monde a fini. On a bien fait la fête, quoi. Et personne ne l'a senti le lendemain matin, hein, vraiment aucun problème. Là, par contre, l'avant-veille, on était très sages. Alors, je les mets où, les poivrons? Je les mets où? Dans l'ensemble des soifards. Oui, 20 sur 20. Et oui, c'est un sous-groupe des soifards. Bien joué. On a vous quand même fait un petit schéma pour résumer tout ça. Hein, vous voyez, donc les épicuriens qui boivent après. À l'intérieur, les soifards qui boivent avant et après, et à l'intérieur, les poivreaux qui boivent tout le temps, hein, tout simplement. On vous mettra le graphique sur le Twitter. Oui, on va mettre ça. J'ai entendu aussi, quand même, pour finir, des rumeurs concernant des personnes évoluant dans une réalité différente de la mienne, une 4e catégorie, donc un autre ensemble qui plane à côté des autres. Un ensemble que j'appellerai les imbéciles. Non, pardon, je rigole. On les appellera les esthètes. Des gens étranges, voués corps et âme à leur sport, leur passion, et qui au grand jamais n'infligeraient à leur corps le supplice de l'alcool, fût-ce même de l'ambroisie, le nectar des dieux. Nous avons du nectar et de l'ambroisie. Du nectar et de l'ambroisie. Oh non! Oh non! Oh non! Pas de ces cochonneries! Moi je veux du sanglier. J'aime le sanglier, c'est bon. Le nectar et l'ambroisie, des cochonneries. Alors merci quand même à tous mes interlocuteurs, hein, Georges, Clément, Thibaut, Obélix et tous les autres. Et vous, chers auditeurs et auditrices, vous vous placez dans quel groupe? Moi, évidemment, je suis épicurien. Faut-il pas être un peu dingue pour passer ses dimanches dans la boue, se casser le nez les côtes sans gagner le moindre sou? Rugby amateur, combat sur terrain vert, découper, s'ouvrir le crâne pour finir par boire un verre. Ne faut-il pas être un peu fou pour se retrouver tous au vestiaire odeur bestiale, mélange de menthol et de vêtements sales, un arvalo en cage, appelez-moi le vétérinaire, car dans les douches ils règlent leurs soucis urinaires. Rugby amateur, on se rappe les oreilles mâchées, allure de macho fâché, vaseline sur les arcades, fixe sous les naseaux. Shoot d'adrénaline, pas de visite dans mon zoo. Ça montre les crampons à l'homme en jaune, roi du sifflet. J'parle de ceux qui kifflaient. Pression d'avant-match, les mains du kiné qui massent. Les boules à l'estomac et le jeu dans les espaces. Ruby, à l'heure de partager l'amitié. Entorse du doigt. Ruby, chef-d'œuvre de mots le porter. Fracture du tibia. Ah Ruby, pas de plaquage ou du subis. Amputation des bras. Ruby, viens voir dans mon cubi. J'ai mal au foie. Ça sent l'intubation pour ce match en terre inconnue. Rageant l'incubation, un arbitrage digne de l'ONU. Y'a pas de solo ni de sauna, de lingot ni plus pour Sony. 30 déglingos qui s'envoient comme des connards sur une pelouse pourrie. Vu de l'extérieur, ça peut faire peur à tes enfants, mais c'est une belle leçon de partage, de sacrifice jusqu'au sang. Un sport qui accepte les gros tas, les gringalés, les rapides et les tracteurs. Ceux qui veulent gambader ou exorciser leur peur. Rugby amateur, bruit de métal sur le carrelage. Godage pleine de gadou, la trouille au cul, quel que soit l'âge. Ils vont sortir dans 2 minutes dans une arène avec 10 pèlerins. Tranchés d'une heure 20 dans les tribunes, tu te les pelles bien. Rugby amateur, pour le plaisir et l'aventure humaine. Repasse-toi le discours de ton capitaine. Ruby, à l'heure de partager l'amitié. Entorse du doigt. Ruby, chef-d'œuvre de mots le porter. Fracture du tibia. Ah Ruby, pas de plaquage ou du subis. Amputation des bras. Ruby, viens voir dans mon cubi. J'ai mal au foie. Alors on chante godé à la main pour nos
anniversaire. En janvier, c'était mon tour. Un iscu sec dans mon grand verre. Il faut le vivre et le voir. Si je raconte, personne n'y croit. Les mecs enchaînent les anecdotes de fou sur Thierry Lacroix. Tire un trait sur tes soirées dans ton appart avec tes potes. Ici, ça papote. De meufs qui tournaient jamais sans capote. Pour les stages en province, pas si loin, Jean Provins. Le groupe a ramené pour son coach dans sa piole d'hôtel un bovin. Festif et bon enfant, loin des clichés que les cons font. Pour se rappeler qu'on est une grande famille, on lance des chansons. Preuve que ça plaît aux nanas, nombreux sont celles à se déplacer. Tout le monde y trouve son compte, joueur de chant, remplaçant. Mais passons, nos guerriers ne prétendent pas être des mots passants. Des poissons dans une mare de sang, charrés de mots pinçants. Parole d'un passionné du ballon rond, venez dans ces soirées, y a pas meilleure ambiance, on vous l'assure qu'avec tous ces tarés. Oui, à l'heure de partager l'amitié. Entorse du doigt. Oui, chef-d'œuvre de mots de portée. Fracture du tibia. Arrivé, pas de plaquage ou de subir. Amputation des bras. Rubis, qu'un bois avant mon cubis. J'ai mal au foie. Rubis, à l'heure de partager l'amitié. Entorse du doigt. Rubis, chef-d'œuvre de mots de portée. Fracture du tibia. Arrivé, pas de plaquage ou de subir. Amputation des bras. Rubis, qu'un bois avant mon cubis. J'ai mal au foie. Vous êtes toujours sur Timbre FM pour le match 11 de Gaulle Volant consacré à l'alcool et au sport. Et on vient d'écouter Rugby Amateur du groupe Le 4P. Et vous aurez peut-être reconnu la voix de l'insupportable Zaz. Zaz, tout à fait. Juste avant ça, Benjamin nous parlait de course à pied et de la propension qu'ont certains coureurs à bien picoler après, pendant ou avant une course. Tu te places d'ailleurs dans quelle catégorie, toi Moi, les épicuriens, moi, ceux qui boivent après. Ou un esthète Alors, oui, alors on m'a fait une remarque là, pendant la coupure musicale. Là, donc, c'est quoi? C'est les Aztèques, hein, c'est ça qu'il fallait dire. Les assiettes. Ah, les assiettes. Les assiettes. Mais c'est vrai qu'on avait un peu halluciné avec Jérôme quand on attendait Benjamin à l'arrivée de l'Urban Trail de Rennes. Pourquoi tu courais pas d'ailleurs, Jérôme? T'étais inscrit, hein? Pas assez préparé. D'accord. Mais ouais, les terrasses étaient bien bondées, et pas seulement par les potes et par les familles, hein, mais vraiment par les coureurs qui s'enquillaient des pintes direct la course terminée. Des pintes et des clopes. Et des clopes, ouais. Bah, merci pour cette chronique rafraîchissante. Et puis pour nos auditeurs adeptes du bon goût, vous pouvez aller voir sur notre compte Twitter volant.gaule la photo de la tenue de Benjamin et notamment son short de bain orange délavé. Et mon cycliste. Et ton cycliste. Mais en tout cas, ta chronique me fait penser à une course cycliste alcoolique aussi, qu'avait créé l'écrivain René Fallet et à laquelle ont participé en 1975 Jean Carmet et Michel Audiard. Je vous ai dégoté une petite archive de France 3 Auvergne de l'époque. Chaque année, à quelques jours de la fin du Tour de France, notre région a le grand privilège d'accueillir et d'organiser la seconde grande compétition cycliste de notre pays, les boucles de la Bèbre. Il s'agit là d'une course très dure de 28 km à parcourir en un maximum de temps. 6 étapes appelées points chauds jalonnent le circuit. Le nom du vainqueur est connu avant le départ. Quant au nom des grands as de la bicyclette, ils sont suffisamment évocateurs. René Fallet, Michel Audiard et Jean Carmet. Mais tu sais qu'on a dessiné des pavés sur une route. Hein. Comme on n'a pas de pavés, on les a dessinés. T'as pas dessiné les côtes? Non, on a dessiné que des descentes, mais on les a mis dans les côtes. Mais où est-ce que tu vas dessiner un litre aussi? Non, là, ils sont en réalité. Hein. Oui, justement, parlons de litre. Il y a des étapes durant cette course? Il y a 6 points chauds. Est-ce que c'est un point chaud? Un point chaud, c'est un bistrot. En combien de kilomètres? En 28. Mais alors le premier, c'est dans combien de temps? Dans 4 km. Bon, à signaler qu'il y a une variante à la règle du vainqueur définie avant la course, parce que ça c'est une des règles. C'est celle de la pesée de chaque joueur de chaque coureur au départ et à l'arrivée. Et c'est celui qui a pris le plus de poids, donc en picolant mais sans pisser, qui est déclaré vainqueur. C'était pas si simple pour Jean Carmet. Alors Jean Carmet, comment ça va? C'est dur là. C'est dur. J'ai fait un effort trop important tout à l'heure. Je suis en train de le payer. Et à la prochaine étape, je me mets au Vichy, j'arrête le blanc. C'est mauvais, ça descend tout de suite dans les cannes. Ça descend dans les cannes. Bon alors, autant Audiard et Carmet ne cachaient pas qu'ils étaient alcooliques, mais autant certains sportifs qui le sont s'en cachent plus ou moins. On va essayer d'en savoir un peu plus avec la chronique de Jérôme. Bien, je remarque que Benjamin il passe après Baudelaire et moi c'est après Jean Carmet. Il y a une différence de traitement un petit peu. Bien, donc c'est le moment de ma chronique. Alors moi, quand le thème a été choisi, sport et alcool, tout de suite j'ai pensé faire une chronique sur moi, hein, directement. Oui, parce que comme on l'a un peu évoqué jusque-là, voilà,
j'entretiens un drôle de rapport aux deux choses. Parce que j'en ai quitté des soirées, annonçant à un copain, essayant de me retenir, j'y vais. J'ai tennis demain matin. Et puis, en fait, le 16 avril dernier, j'ai assisté à quel événement sportif à la télé? Le 16 avril dernier, l'Amstel Gold Race, évidemment. Je sais que tout le monde l'a regardé autour de cette table. Donc, chez les femmes, c'est sans surprise Demi Vollering qui a gagné, qui défonce vraiment tout cette année. Et chez les hommes, c'est Pogačar. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le podium de la course masculine. Non, vous avez regardé la course. Non, je me suis arrêté à la course. Ouais, voilà, je suis resté à l'Amstel. Que s'est-il passé sur le podium? Comme nous étions en Belgique, les 3 premiers coureurs de la course se sont vus offrir une bière sur le podium. Et Pogačar, lui, il se l'est enfilé cul sec. Alors ça, faut le boire d'un cul sec, hein. Autrement, ça vous brûle la langue. Et pourtant, non. Alors, ça a fait marrer les gens assistant au podium, mais ce qui est assez cocasse, ce sont les réactions de Ben Healy et Tom Pidcock, respectivement 2e et 3e de l'épreuve. On voit Ben Healy qui sourit, gêné en voyant ce que fait Pogačar, qui semble se sentir un peu obligé de continuer à boire sa bière, parce que c'est pas raisonnable pour un cycliste. Tom Pidcock, lui, il boit une petite gorgée, puis il pose très rapidement sa bière là où il peut pour s'en débarrasser. Oui, parce que performance oblige, ils sont obligés de faire attention à tout ce qu'ils consomment. Alors, moi, ça me rappelait un peu Nadal, que j'avais vu faire semblant de boire du champagne à l'issue d'un tournoi qu'il avait gagné. Et donc, l'image de Pogačar a fait sourire, car il est rare, surtout dans le cyclisme, de voir des sportifs consommer de l'alcool. Surtout, il est loin le temps où l'on pouvait trouver, parmi les meilleurs de leur discipline, des compétiteurs, des compétitrices ayant un penchant pour la boisson. Alors, bon, je dis pas que ça me manque, mais si, ça me manque. Alors, bon, je suis peut-être un petit peu bizarre. Quand tu m'as dit que t'étais peut-être un tocard, je t'ai pas cru, mais finalement, je crois bien que c'est toi qui as raison. Oui, parce qu'en sport comme en art, les destins particuliers, hors normes, me fascinent. J'aime les tempéraments excessifs, les destins tragiques. Avez-vous entendu parler de George Best? Oui. Maël, toi tu connais? Oui. Footballeur nord-irlandais qui jouait à Manchester dans les années 70. Donc George Best était bon au foot. Beau gosse. Excellent. On l'appelait le 5e Beatles. Et il avait un certain sens de la punchline pour parler de ses addictions. Alors, je vous en resserre quelques-unes. En 1969, j'ai arrêté les femmes et l'alcool. Ça a été les 20 minutes les plus dures de ma vie. On marque une manière de causer des femmes assez particulière. Ouais. Une autre, pour évoquer son passage dans un club de Los Angeles. J'avais une maison au bord de la mer. Mais pour aller à la plage, il fallait passer devant un bar. Je n'ai jamais vu la mer. Il y a quand même un sens de la... La formule. Avant, dans le football masculin, on pouvait trouver plusieurs alcooliques au sein d'une même équipe nationale. L'Angleterre des années 90, c'est Tony Adams, Paul Gascoigne et Paul Merson. Tous d'excellents joueurs, tous alcooliques. Dans le tennis, Marat Safin avait une belle réputation de fêtard. Dans les années 70, il y avait Vitas Gerulaitis, vainqueur de l'US Open 1977, qui avait aussi une réputation de très bon jailleur. Et lui aussi avait un certain sens de la punchline. En 1979, il bat Connors, qui l'avait battu lors de leurs 16 précédents affrontements, et déclare « Et que ce soit une leçon pour vous tous, personne ne bat Vitas Gerulaitis 17 fois de suite. » Alors ok, aujourd'hui, il y a Benoît Paire qui a repris un peu le flambeau, mais avec un panache un poil différent. La chatte qu'il a, la chatte. Grande crème. Il est devenu viral. Alors en fait, j'ai l'impression que le sport a globalement demandé aux sportifs de devenir parfaits. Regardez aussi le rapport au tabac. Dans les années 70, Cruyff, un des meilleurs joueurs de football de tous les temps, s'enfilait 2 clopes à la mi-temps de chaque match. On dit même que dans certains clubs, dans les années 80, il y avait 80% des joueurs qui fumaient. En équipe de France, un peu plus tard, il y avait le gardien Fabien Barthès, et même Zinedine Zidane fumait. Ah ouais. Il y a une photo de lui qui fume une clope. Oh, pas comme ça, Zinedine. Eh oui, vous vous rendez compte? Zinedine, pas toi. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Vous étiez pas loin de me piquer. Vous n'alliez pas me piquer mon Gilardi quand même. Alors aujourd'hui, les joueurs qui fument, ils se cachent. Certains joueurs se font prendre en photo par la presse à scandale, cigarette à la main, notamment Marco Verratti, joueur du PSG, qui se fait régulièrement égratigner pour son hygiène de vie, son tabagisme, lorsqu'il est moins performant. Les sportifs sont devenus des êtres optimisés de tous côtés.
Ils ne doivent pas boire d'alcool, pas fumer, pas trop manger. Voilà, tout est calculé pour optimiser leur performance. Aujourd'hui, les cyclistes, ils ont des oreillettes pour être en lien avec leur directeur sportif, mais aussi ils ont un outil leur permettant de calculer combien de watts ils développent pour ainsi mieux doser des efforts. Nom de Zeus. Eh oui, alors moi aujourd'hui, ça me fait du bien d'entendre parler de Liodra et Clément qui ouvraient une bouteille de vin tous les soirs lors de Wimbledon 2007, année où ils gagnent le tournoi en double. Ça fait du bien de voir Pogacar s'enfiler une bière cul sec. Mais c'est aussi triste quand 3 jours avant, il gagne le Tour des Flandres. On lui tend une barquette de frites parce que c'était la Belgique. Et on voit qu'il y avait un mec qui était prêt juste à recevoir la barquette de frites. Il récupère la barquette, il fait un sourire à la caméra et discrètement, il évacue la barquette de frites vers un membre de son staff parce qu'il ne pouvait pas manger de frites, c'était pas possible. C'est bon les frites. Tu lui diras la prochaine fois que tu le croiseras. Alors bien sûr, les destins de Georges Best, mourant de tous ses excès à moins de 60 ans, c'est pas génial. Bien sûr que la déchéance dans laquelle est arrivé Paul Gascoigne n'est souhaitable à personne. Cruyff ne serait pas mort d'un cancer des poumons s'il n'avait pas tant fumé. Mais le rapport des sportifs à l'alcool, le tabac, la bouffe, ce qui peut nuire à leur performance, en dit beaucoup sur la place qu'on essaye de donner au sport. On essaye maintenant de faire des sportifs des demi-dieux, incorruptibles et sains. Bon, sur la corruption, il y a quand même 2-3 trucs. Les carrières démarrent plus tôt, les sorties de route n'existent plus. Les comportements différents se raréfient, tout est scruté dans les moindres détails pour optimiser les performances, la communication. J'ai encore comme l'impression que le sport est, comme qui dirait, le reflet de ce qui se passe dans une part de notre société. Donc ils tendent vers la perfection des corps, des performances, des attitudes, mais ils sont devenus terriblement tristes. Ils ne sont plus les rockstars qu'ils ont pu être. Is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. It's very good indeed. Keep your silly ways. Alors et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que le sport ne s'est pas un peu trop passagier ? Est-ce que le sport de haut niveau, parce que c'est bien de ça dont je parle. Oui, c'est ce que j'allais te dire aussi. Ça dépend de quelle pratique sportive on parle. Quoi. Moi, je parle un peu de justement ces destins qu'il pouvait y avoir un petit peu avant, un peu excessifs, c'est sûr, mais qui du coup gênaient pas leur pratique sportive en fait. C'est ça en fait qu'il faut se dire, c'est que tous ces sportifs restaient performants et en picolant comme ils voulaient. Quoi. Ouais, parce que c'était aussi une époque où voilà, par exemple, tu vois les footeux, les tennisman, comme ils étaient gaulés dans les années 80, c'est pas les mêmes athlètes que maintenant. Maintenant, ils ont des corps qui ont changé. C'est surtout une question d'image, en fait. C'est ce qui renvoie maintenant au public, à la société, quoi. J'ai l'impression que c'est plus ça, en fait. Peut-être. Alors oui, après, effectivement, il y a le culte de la performance et tout ça. Et comme tu l'as très bien dit, il y a un côté où, c'est plus des... ça devient des machines, quoi. Donc, où il faut vraiment optimiser tous les paramètres, tac. Et oui, quand tu mets 0,5 g d'alcool là-dedans, ça peut très bien faire foirer la machine. Mais j'ai plus l'impression quand même que c'est une question d'image, quelqu'un qui tiens, il va fumer sa clope. Non, attends, il fume sa clope. Il sait très bien en plus que c'est pas bon pour lui. C'est son boulot d'être performant. Non. Pourquoi est-ce qu'il est en train de se tirer une balle dans le pied là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Donc oui, je pense que c'est plus une question d'image. Je suis assez d'accord. Et d'exemplarité. Enfin, ils ont ce devoir d'exemplarité, mais pourtant ça les déshumanise complètement. Enfin, oui. C'est beaucoup plus facile de s'identifier à un Pogacar qui boit sa bière après la course qu'à Messi qui est l'idole de plein des gamins et qui a aucune aspérité. Il y a rien qui complètement lisse. Et comme ça ressemble à une machine justement, comme tu disais. Et c'est vrai que c'est dur de s'emballer pour ces personnes-là. Oui, parce que ce qu'on aime aussi chez les gens en général, au-delà des sportifs et des sportifs, c'est aussi leur faiblesse, quoi. C'est pas tant... Oui, tu parlais des gens qui sont très lisses, à un moment donné, c'est chiant, quoi, en fait, tout simplement. Quoi. Ça les rend humains. Bien les failles et tout ça, quoi. Puis il y a un côté hypocrite un peu aussi. Quand j'en parlais dans mon édito, c'est qu'il y a quand même pas mal d'équipes sportives qui sont sponsorisées par des boissons alcooliques. Quoi. Oui. C'est totalement hypocrite. Mais à côté de ça, dans le rugby, par exemple, quand on voit, il y a de plus en plus de caméras dans les vestiaires après les matchs, et quasiment à chaque fois, on les voit quand même avec une binouse à la main. Et donc dans le rugby, ça existe encore, quoi. Ouais. Après, est-ce que c'est le seul moment où il y a cette parenthèse qui est possible de boire une bière dans l'après-match ? Est-ce que le reste du temps, ils en sont totalement... En tout cas, elle existe cette bière après match, quoi.
elle est là. Elle est montrée. On n'imagine pas les joueurs du PSG boire une bière à la fin du match. Alors qu'au rugby, 9 fois sur 10, quand il y a une caméra dans les vestiaires, on les voit en train de trinquer et de boire une petite binouse. Après, moi, là, je suis revenu aussi sur les punchlines parce que, bon, maintenant, il y a, notamment dans le football, il y a Ibrahimovic qui fait des punchlines. Donc, moi, je ne suis pas forcément très fan parce qu'il y a un truc, juste, il a choisi un rôle d'orgueilleux, de prétentieux de service. Je trouve que maintenant, par exemple, je sais pas, le tennis et le foot, là, je parle souvent de ça, mais c'est les deux sports que je suis le plus, désolé. Les gamins sont récupérés très vite et tout de suite, il y a tous ces petits leviers d'optimisation qui sont pris avec des experts qui les suivent et qui les empêchent aussi d'être autre chose que des sportifs. Enfin... Il y a un moule dans lequel on essaye de les y mettre dès tout petit, en fait. C'est pas des individus qui sont sportifs. Dès tout petit, on les met dans le moule pour devenir des sportifs efficaces. Voilà, qu'il n'est plus que la culture du sport de haut niveau, alors qu'avant, peut-être que ça mettait plus de temps, qu'ils avaient le temps aussi d'entretenir des liens avec d'autres de la société. Les amis. Oui. Après, je fais un peu l'avocat du diable, mais c'est à la limite, on peut aussi dire que c'est pas plus mal qu'ils boivent pas et qu'ils fument pas, quoi. Non, bien sûr, là, l'alcool, c'est plus un prétexte pour se demander aussi si tous ces... Enfin, je sais pas, tu l'as très bien formulé, tous ces petits leviers sur lesquels maintenant on peut agir. Il y a un expert sur chaque chose qui va faire leur stats, l'énergie dépensée. Je pense qu'il y a 30 ans, il y avait peut-être une personne en charge de l'alimentation dans une équipe. Maintenant, il doit y avoir des IA. Bah oui, il y a des calculs, des statistiques. Quand on voit la Jumbo-Visma justement là, dans le cyclisme, ils ont des diététiciens, c'est une des meilleures équipes de diététiciens. C'est Laporte qui comment il s'est transformé physiquement depuis qu'il est dans cette équipe, et ils savent exactement à quelle heure il faut manger, quelle quantité de pâtes il faut manger à tel moment de la course, ou telle heure, tant de temps avant la course. C'est justement ça devient des machines qui sont réglées au millimètre. Ça fait penser. Oui, vas-y, Benjamin. Ça fait penser à la Formule 1, quoi, presque. Ah oui, complètement. C'est des bolides et à tel moment il faut ça pour optimiser ses performances. Ouais. Mais justement, tu parlais de cyclisme, Maël. C'est quand même un sport où c'est peut-être celui où on se cachait le moins de picoler. J'en parlais un peu dans mon édito tout à l'heure. Et c'était de notoriété publique. Et puis au début du XXe siècle, on croyait encore aux vertus de l'alcool pour pédaler plus vite et plus fort. Et on considérait même comme un antidouleur, en fait. C'était le dopage de l'époque. Une petite archive encore avec le célèbre coureur cycliste Eugène Christophe, à qui on demandait en 1968 s'il n'avait pas gagné le Bordeaux-Paris en 1920 et 1921 grâce au vin rouge. Alors qu'il s'agisse de bouteilles ou de bidons, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? On prenait du thé, de l'eau de Vittel, et pour finir, des fois un petit peu de champagne, pour finir une épreuve. Tout ce qu'on prenait un peu comme, si on peut dire, comme excitant, c'était un petit peu de champagne, ni plus ni moins. Et quand il faisait froid, un petit peu de cognac sur du sucre. Moi, je me rappelle sur Paris-Brest, j'ai pris un bidon de champagne sur la fin et c'est tout. Mais pas trop tôt. Est-ce que vous n'avez pas gagné Bordeaux-Paris grâce au vin rouge? Non, pas précisément, non. Vous avez absorbé vos adversaires. Ah oui, eux autres, mais moi, non, au contraire. Eux autres, ils avaient exagéré, c'est-à-dire qu'à la sortie d'Orléans, ils étaient très, très, très chauds, je me rappelle, en 1911, et alors, ils avaient bu beaucoup de liquide. Alors après, ils ont eu la défaillance de côté de Dourdan. Alors là, ils se sont mis à prendre du champagne, et puis du Porto, enfin tout ça. Finalement, c'est moi qui ai gagné, parce que mes camarades se sont enivrés et moi je suis resté sobre. Ils ont perdu parce qu'ils étaient bourrés. C'est ça. Moi j'étais moins bourré qu'eux. C'est ça. Bon, si picoler autant, c'est pas forcément que les cyclistes étaient des poivreaux, mais plus prosaïquement, il faut aussi savoir que toutes ces boissons en fait étaient beaucoup plus sûres pour la santé que l'eau des puits ou des sources au bord de la route. Ah oui. Est-ce que d'ailleurs vous savez quand et pourquoi l'alcool a été banni du Tour de France? Non. Aucune idée. C'est suite à un drame en 1967 avec la mort dans le Mont Ventoux de Simpson, justement, qui avait pris des produits dopants mélangés à du cognac. En même temps... Et il était sur le met des bâtons dans les roues. D'ailleurs, pour la symbolique, l'année suivante, le Tour de France est parti de Vittel. Oh. Bien. Merci pour ces échanges constructifs, messieurs. Le temps avance, notre taux d'alcoolémie diminue, et c'est le moment de notre nouvelle rubrique dans Gaulle Volant, un moment pendant lequel on ne parle pas du tout du sujet de l'émission. Non, c'est pas une chronique de Jérémy, rassurez-vous. Et c'est Jérôme qui s'y colle avec son hors-jeu.
avant. Vous touchez le ballon, le 15. Le 7 en position d'hors-jeu. Il touche le ballon avec le dos, vous êtes devant, vous jouez le ballon. Hors-jeu. Oui, aujourd'hui, je tenais à saluer l'équipe de France féminine de football, ou plutôt ses joueuses. En effet, le 23 février dernier, 3 d'entre elles, et pas les moindres, Wendy Renard, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto, annoncent leur décision de se mettre en retrait de l'équipe de France. En effet, elles considèrent ne plus pouvoir faire partie de cette équipe tant que Corinne Diacre en sera la sélectionneuse. Donc, prenant le risque d'être considérées comme des irresponsables, des inconséquentes, des enfants gâtés, elles ont renoncé. Alors, oui, il s'agit de joueuses qui gagnent très bien leur vie, beaucoup moins que leurs homologues masculins, on le rappelle. Et on peut avoir l'impression qu'elles ont peu à perdre, mais elles ont quand même mis en balance l'avenir de leur carrière internationale pour contester les méthodes de management de Diacre, et elles ont eu gain de cause, car Corinne Diacre a ensuite été démise de ses fonctions, et donc elles ont réintégré l'équipe. De plus, elles auront aussi à le faire sans éclat, juste en se retirant. Voilà. Alors, par contre, on pourra regretter qu'après coup, qui est-ce qui succède à Corinne Diacre ? C'est un homme qui a été choisi, en l'occurrence Hervé Renard. Rappelons au passage que sur les 12 clubs de l'élite française du football féminin, seuls 2, le Stade de Reims et le Paris FC, sont coachés par des femmes. Oui. Respectivement Sandrine Soubéran et Amandine Miquel. Alors que chez les hommes, seule la désormais ex-sélectionneuse Corinne Diacre a déjà eu une équipe masculine sous sa responsabilité. Le club de Clermont. Bon, après c'était en Ligue 2, faut pas déconner non plus. Donc voilà, je trouve que c'est bien qu'elle se soit saisie elle-même de la situation pour changer l'encadrement. Et en même temps, c'est l'occasion de constater que ce sont les hommes qui coachent les équipes féminines, et c'est très peu souvent le cas dans l'autre sens. Voilà. Merci Jérôme, ça fait du bien dans cette émission de passer quelques minutes sans entendre parler d'alcool. Bon, malheureusement, ça va pas durer, puisque c'est l'heure de la troisième mi-temps. Séquence on ne peut plus importante pour ce goal volant consacré à l'alcool. Et pour cela, on retrouve le spécialiste de la discipline, Julien. De bière. Bon alors, pour les mêmes raisons que Jérôme, Julien ne s'est pas levé ce matin et m'a donc chargé de vous transmettre ses conneries pour cette troisième mi-temps. Conneries dont je me désolidarise totalement. Allez, on t'écoute Julien. Je vous ai concocté un petit quiz de troisième mi-temps. Allez, on attaque. Après un match de foot, il y a contrôle antidopage. Il faut donc aux joueurs uriner pour les tests. Le problème est qu'il peut être difficile d'uriner comme ça à la demande, surtout après avoir transpiré 90 minutes. Pour aider, il est donné aux joueurs de la bière à boire, afin de les aider à se soulager. Notre joueur met plus d'1h30 avant de réussir sa petite commission. Résultat, il finit tout bourré. Vrai ou faux ? Vrai ou faux ? Vrai. Faux, moi j'aurais dit qu'il y avait d'autres boissons qui... Il n'a pas bu que de la bière ? Non, que c'était pas alcoolisé. Eh ben si, c'était vrai. Ah ouais ? C'était Franck Leboeuf qui le racontait en 2017. Est-ce qu'on doit faire confiance à Franck Leboeuf ? Vous faites des bières sans alcool maintenant. Oui. Nous, c'était des bières alcoolisées. Moi, j'ai fini bourré. C'est-à-dire que j'arrivais pas, ça a duré 1h30, mais déchiré par terre. C'est-à-dire tout ça pour pisser. Et alors après, par contre, quand t'as pissé, là, tu vas toutes les 5 minutes. Et c'est un enfer. Mais nous, c'était alcoolisé, là. Ça me rappelle quelqu'un, qui va pisser un peu toutes les demi-bières. Julien ? Non, peut-être qu'il n'est pas là, justement. Je ne sais pas. Moi, je fais plus confiance à Leboeuf dans ses chroniques que pour tenir la défense de l'équipe de France. Bon, allez, on continue. Il existe un sport et un seul où la présence d'alcool est tolérée. Lequel ? Alors, lequel ? Le field football, là. Non, un vrai sport, quand même. Un sport dans lequel l'alcool serait autorisé ? Toléré. Non, je sais pas. La Formule 1 La bonne idée. Non, il s'agit des fléchettes.
Ouais. C'est précisé d'ailleurs dans le règlement de la Professional Darts Corporation. Et c'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. Les palets, que dalle? Le palais, la Fédération française de palais. Est-ce que c'est un vrai sport? Ah oui, je vais mettre les bretons. oui. Ouais. Mais attention, il y a toutefois interdiction de boire pendant les passages retransmis à la télévision. Franck Guillermont, qui est aussi appelé Loulou dans le milieu des fléchettes, plusieurs fois champion de France et d'Europe, disait ceci. Si on commence à s'alcooliser, on s'enlève la pression. 1 ou 2 verres, c'est le minimum. Mais sur une compétition de plusieurs heures, je peux boire entre 10 et 15 bières. Ah oui, pour garder aussi, comme drunk, 0,5 degrés. Départ enduro. Les concurrents sont en ligne pour le départ, en haut de la côte, qui les lance sur l'anneau de l'épreuve. Notre champion est à l'extrême droite des concurrents. Top départ, il enfourche son bolide, descend, réussit à semer tous ses concurrents à l'aide d'un magnifique virage couché à droite. Tous ses concurrents sont partis à gauche de l'anneau. Nous voilà avec notre champion champignon parti à contresens. Merci l'alcool. Le drapeau rouge est vite agité, la course interrompue, pas de blessés. Vrai ou faux? Alors, du coup, il avait bu le... J'ai pas entendu. Ouais, l'impression. Ouais. Bon, j'ai bien envie de dire vrai. Moi, du coup, je vais dire faux. Voilà. Vrai. L'esprit de contradiction. Non, c'est faux. Julien nous fait savoir qu'il n'a pas vu de trace sur le net de ça. Quoi. Ouais, il l'a pas vécu, lui, dans une Qu'en pense Franck Leboeuf? Une grosse journée s'annonce pour notre champion. Le matin, finale simple et dans la foulée, demi-finale double. Défaite de la finale ce matin. Accessoirement, ce fut une nuit courte pour notre champion. Difficile. Sa femme à l'autre bout du monde était en train d'accoucher. Après sa défaite, on lui propose un petit verre pour fêter la naissance de sa fille, puis un autre, puis vous connaissez quoi. Et il remportera la demi-finale double l'après-midi avec son acolyte. Vrai ou faux? Faux. Parce que je pense que la demi-finale double peut pas avoir lieu après la finale du simple. J'ai pensé à ça aussi. Vous pensez Julien assez malin pour mettre des pièges comme ça dans Ouais. Pas volontairement. C'est totalement vrai. Ah ouais? C'était Yannick Noah lors du tournoi de Monte-Carlo en 1986. Ah ouais. Grande année, 1986. Qui a dit « Je suis complètement passé à côté des années 70, j'ai été bourré de 1972 à 1977. Cela m'arrivait de boire 20 pintes de bière durant la journée, puis une bouteille de vodka entière avant de me coucher. » George Best, j'aurais dit, mais... Un sportif? Ah oui, on est dans sport et alcool, Maël. Ah oui. Je suis passé, ça me dit quelque chose. Années 70, hein. Ouais. Bon, c'est un anglais, déjà, je peux vous aider. Ouais, c'est pas étonnant. Un anglais, tu as son sport de prédilection? En foot. En football? Est-ce que c'est pas... Gascogne? Ouais, Gascogne, ouais. C'est des années 90, là t'as dit 70. Gascogne, ouais, d'accord. Gordon Banks? Eh ben non, c'est Jimmy Greaves, qui reste aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire du championnat d'Angleterre, avec 357 buts. Et d'ailleurs, toute l'équipe de Gaulle Volant ne peut que lui tirer son chapeau pour tout ça. 100 mètres papillon, finale de Yale. Elle s'installe sur son plongeoir, les mains aux pieds, petite bascule avec le corps pour se donner de l'élan. 3, 2, 1, tout! La voilà qui tombe sur le côté et se relève hilar, alors que toutes les autres nageuses ont déjà fait la moitié du bassin. Vrai ou faux? Faux, c'est l'esprit malade. Ouais. C'est faux. C'est l'esprit tordu de Julien. Ouais. ouais, c'est faux. Et puis j'imagine si ça t'arrive, en fait, tu te relèves pas du tout hilar. Ça doit faire mal. Il y a le plot d'à côté. C'est vrai. Et puis tu t'en vas de honte aussi après. Bon, et pour finir, dernière question. Non, en fait, juste pour le plaisir des oreilles, je vous laisse avec Christophe Josse et Daniel Bravo. Et les spectateurs. Il était là dans son les acteurs, c'était Mante. Ouais, les artistes. Madison et Foden. Ouais, les artistes. Avec un ballon gros comme du foot dans la piscine. Un ballon gros comme une orange. Et c'était fabuleux de tous les secteurs du corps, la tête. Oh, ouais, encore. Il y a but. Il y a but Daniel. Rigolant sur la frappe de Phil Foden. Le foot dans une piscine avec une orange, c'est vraiment de l'artiste avec tout son corps. À la prochaine. À la prochaine, Julien. Et merci pour toutes ces petites perles que tu nous as dénichées. Faudrait qu'on se fasse ça un jour, les gars. Commenter tout un match de l'en avant, complètement torché, comme ils viennent de faire. Ah oui. Moi, je suis chaud. Bien, c'était le match 11 de Gaulle Volant. Comme tous les autres matchs, vous pouvez le retrouver sur toutes les meilleures plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux de Gaulle Volant. Merci à vous tous. Je pense qu'on ne tient pas notre match référence, mais peut-être le moins sobre. Merci aussi à Maëlys pour la technique
et pour avoir supporté les 4 poivreaux que nous sommes pendant 1 heure. Et rappelons-le, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais bon, moi je m'en fous, je suis tout le temps malade. Salut. Salut, bisous. L'alcool, la cause et la solution de tous nos problèmes dans la vie. Garde le rythme, on remue son cul pas mal. Brigitte plus vite, Corinne s'émoue très bien. On n'a pas peur de se tordre les reins, voilà. Balance man, cadence man, trace la classe. C'est le Bob man. Allez, bouge-toi le cul. Allez, va chercher, grouille-toi. Là, mais ne courez pas comme des cons. Allez, mets un rouge là-dessus. Les gars, vous dormez là ou quoi? Le match il est pas fini, hein? Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Oh là 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 là! Affirmatif. Il va y avoir du sport, moi je vous le dis.